Bien, mais mes chers collègues, nous allons continuer nos travaux. Et nous enchaînons donc avec cette seconde table ronde. Les participants sont donc, pour la direction de la Sécurité sociale, Monsieur Thomas Ramili Joa Jaona. Excusez-moi si j'ai un petit peu de buté. Donc, qui est sous-directeur du financement de la Sécurité sociale. Pour la direction générale de l'Outre-mer, Monsieur Loïc Tanguy, chef de bureau de la cohésion sociale, de la santé, de l'enseignement et de la culture, et Pierre Villard, chef de bureau de la vie économique, l'emploi et la formation. Bienvenue. Pour l'URSSAF, Caisse nationale, Maude Choquet, directrice du recouvrement Outre-mer, et Alexandre Maudou, directeur adjoint chargé des indépendants et profession de santé. Nos travaux de cet après-midi, Madame, Messieurs, font l'objet d'une captation télévisuelle qui est diffusée en direct sur le site du Sénat et qui sera par la suite accessible sur le site en ligne. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions donc d'avoir répondu à l'invitation de l'AMEX. Vous avez été destinataire d'un questionnaire qui vous permet de vous faire une idée de nos principales interrogations. Nous nous interrogeons notamment sur l'absence du rapport prévu par l'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui devait être remis au Parlement avant le 1er avril 2026. Je vous invite dans un premier temps donc à tenir un bref propos liminaire d'environ une dizaine de minutes. Pas chacun, parce que ça va faire beaucoup, mais de manière à ce qu'ensuite nos collègues sénateurs présents et encore présents et intéressés par la situation des travailleurs indépendants aux Outre-mer puissent vous poser leurs questions. Allez-y, vous avez la parole, je me tais parce que je suis trop bavard. On va essayer de tenir le temps que vous nous avez imparti, Monsieur le Président. Merci beaucoup, en tout cas, de l'invitation de la délégation et de la mission d'évaluation qui nous permettent d'évoquer des sujets sur lesquels nous travaillons quotidiennement. Le sujet, bien sûr, de la situation des travailleurs indépendants sur l'ensemble du territoire, bien sûr, le territoire ultramarin, et puis les spécificités de tous les enjeux autour de la protection sociale. Et nous le comprenons à travers le questionnaire qui nous a été transmis, notamment sur les questions de recouvrement autour de cette population des travailleurs indépendants ultramarins on aura l'occasion de revenir sur quelques chiffres, sur quelques constats généraux, mais qui effectivement sont des populations nombreuses, qui a, comme tous les travailleurs non salariés, des caractéristiques spécifiques tenant à la caractère instable des revenus et qui crée en soi une complexité dans les déclarations, dans la capacité à s'acquitter des prélèvements sociaux qui est évidemment très particulière et dont nous essayons de tenir compte par-delà de notre mission première, qui est d'abord de récupérer des ressources qui doivent financer les droits sociaux, évidemment. J'aurai pas forcément l'occasion de revenir sur les spécificités vraiment territoriales des différents territoires, mais on sait que la situation est assez hétérogène, des difficultés rencontrées. Je crois que la précédente table ronde l'a aussi un petit peu montré. Il y a des enjeux un petit peu différents sur les territoires, mais éventuellement je laisserai la Direction générale des Outre-mer apporter des précisions le cas échéant, en rappelant toujours un élément qui me paraît important au regard aussi de la tonalité de vos échanges précédents, c'est que dans un système de protection sociale, il y a un système de financement et un système de prestation. Donc le système de financement alimente le système de prestation, et la spécificité du financement de la protection sociale en France, tel qu'il a été construit, mais au fond c'est la même chose dans tous les pays qui ont fait le choix d'un haut niveau de solidarité nationale, c'est de prélever des sommes importantes, au final, bien sûr, il faut l'admettre, sur les revenus d'activité. Et je dirais, avec une spécificité qui est que, évidemment, dans ces prélèvements sur les revenus d'activité, donc s'agissant d'un travailleur indépendant sur son revenu, donc son chiffre d'affaires net de ses charges, évidemment, on prélève des montants qui ne sont pas directement corrélés à la situation économique finale de son entreprise, qui peut elle-même évoluer avec à la fois un décalage dans le temps qui est lié tout simplement au cycle de la déclaration fiscale sur laquelle on s'adosse, et puis bien sûr, fondamentalement, c'est pas l'impôt directement l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les bénéfices des sociétés, évidemment, c'est un prélèvement qui peut être, à certains moments, via les cotisations minimales, via d'autres éléments, un peu décorrélé de l'état de richesse d'une entreprise. Et cette situation
dans l'ensemble du territoire national, et bien sûr, évidemment, dans des territoires où il y a des difficultés économiques, comme ça peut être le cas dans certains territoires ultramarins, ça crée en soi de la tension, de la friction. Donc, on va essayer, comme certains des intervenants précédents, de vous montrer tout ce qu'on fait pour améliorer la situation, mais la donnée de départ, c'est bien sûr que le prélèvement social, il n'arrive pas toujours au bon moment pour l'entrepreneur qui a à le payer. Et donc, évidemment, ça crée toujours une relation de service qu'il faut savoir adapter, etc., mais qui est intrinsèquement pas toujours facile, y compris d'ailleurs du point de vue de l'organisme de recouvrement également. Et face à cela, donc l'État que je représente ici, la direction de la sécurité sociale, c'est la tutelle, bien sûr, de tous ces organismes de sécurité sociale. On cherche à combiner deux objectifs qui peuvent être complémentaires, mais pas toujours. C'est d'assurer qu'on applique les mêmes règles sur l'ensemble du territoire et que tout le monde bénéficie des règles, mais aussi en pratique des outils, des recours, des moyens de discussion amiables qui doivent exister dans l'ensemble de nos procédures de recouvrement, et en même temps, bien sûr, de savoir s'adapter à la situation spécifique de ces territoires. Donc, je dirais que dans notre travail, il y a un axe égalité, égalité, égalité. On essaye de faire en sorte que concrètement, les règles soient appliquées de la même manière partout sur le territoire, et en même temps, bien sûr, on gère un certain nombre d'adaptations qui sont soit dans le droit, soit dans les pratiques, parce qu'on s'adapte aussi aux réalités économiques et territoriales auxquelles on a à faire face. Et donc, évidemment, il y a tout ce travail à faire en même temps. Et ce travail-là, il n'est pas toujours évident, et il n'est pas toujours évident de le combiner parfaitement. S'agissant de la direction de la sécurité sociale, évidemment, ce que nous faisons à une échelle, je dirais, de pilotage plutôt stratégique de ces enjeux, c'est d'abord le premier outil pour piloter ces enjeux, c'est évidemment les conventions d'objectifs et de gestion que nous passons avec les organismes de sécurité sociale en général, de recouvrement bien sûr en particulier, dans lesquels nous portons bien sûr une attention particulière aux territoires ultramarins, sous les deux formes que j'ai dites, c'est-à-dire évidemment faire en sorte que lorsqu'on a des nouveaux dispositifs, lorsqu'on porte des améliorations, elles soient vraiment appliquées sur l'ensemble du territoire, d'y mettre les moyens, le cas échéant, c'est évidemment très très important, et puis de savoir s'adapter. Alors dans le savoir s'adapter, bien sûr, on pilote par exemple par des indicateurs, alors des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs stratosphériques, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, des indicateurs sur est-ce qu'on décroche au téléphone, en combien de temps on répond aux personnes qui nous écrivent, et donc tout ça on le pilote année après année avec les équipes des organismes de recouvrement. On fixe des objectifs, et ces objectifs, bien qu'on parte d'une situation qui est encore une fois intrinsèquement différente, et parfois je pense que c'est un peu le sens, en tout cas c'est la façon dont j'interprète les échanges précédents, on part de des situations en fait, qui peuvent être assez différentes, avec des difficultés, d'interlocutions économiques, etc. On demande aux organismes, évidemment, de converger dans leur performance, lorsque ce n'est pas le cas, parfois c'est le cas, mais lorsque ce n'est pas le cas, bien sûr, de converger vers les moyennes nationales, et ce, en déployant finalement des efforts supplémentaires sur ces territoires ultramarins. Donc ça, c'est la première façon que nous avons évidemment de le faire, et puis aussi en portant des réformes, alors des réformes transversales. On a évoqué plusieurs éléments. Alors, vous avez des réformes de simplification. Donc, le gouvernement a porté une réforme de simplification du calcul de l'assiette des travailleurs indépendants. Elle va être effective cette année pour l'ensemble du territoire national. Les travailleurs sont en train de le calculer. On a porté une réforme de déclaration unique fiscale et sociale pour les travailleurs indépendants. Elle est pleinement applicable sur l'ensemble du territoire national. On a fait une réforme, on a porté évidemment à la demande du gouvernement une réforme importante dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est la réforme du régime social des indépendants, dont je comprends que la transformation a été critiquée par certaines parties, mais il ne faut pas oublier surtout de quel point on partait au départ, c'est-à-dire un vrai dysfonctionnement qui a été identifié par beaucoup d'acteurs, qui était lié au fait que la réforme s'était sans doute faite trop vite, et on a fait l'anti-réforme du RSI pour supprimer le RSI, c'est-à-dire on a posé un diagnostic technique, pourquoi est-ce que ça avait posé des difficultés la première fois. Donc il y avait des difficultés informatiques, des difficultés organisationnelles, des difficultés de moyens. On a pris le temps de phaser la réforme, donc
On a vraiment pris 2 années pour que progressivement l'ensemble des compétences soient transférées. On a fait attention, bien sûr, de préserver ce qu'il y avait de bien dans le RSI, c'est-à-dire la qualité de la représentation des travailleurs indépendants. Vous avez reçu à l'instant le CPSTI, qui est une nouvelle version de cette représentation, avec voilà, une vraie capacité à porter la voix des travailleurs indépendants à l'intérieur du régime général qui a accueilli toutes ces opérations. Et donc, moi, je crois que, enfin, il y a peut-être des difficultés aujourd'hui, et on en a bien conscience, mais je crois que cette réforme du RSI, elle a été plutôt un succès, et c'est pas forcément à la DSS de le dire, mais il me semble que la Cour des comptes, comme vous savez, qui n'est pas toujours très magnanime avec nous, a quand même dit que les objectifs de qualité de service, de résorption des dysfonctionnements avaient été atteints. C'est le cas de vos homologues de la MEX de l'Assemblée nationale qui ont aussi dit que les objectifs de la réforme avaient été atteints. Donc nous, c'est une réforme dont on est plutôt fiers. Ce qu'elle n'a pas pu faire, en revanche, c'est elle a pu résoudre les dysfonctionnements qui étaient nés de la création du RSI, mais elle n'a pas pu résorber toutes les difficultés intrinsèques du recouvrement sur les travailleurs indépendants en Outre-mer, de manière générale d'ailleurs sur le recouvrement sur l'ensemble des territoires, bien sûr, à cette occasion. Donc, nous allons faire, puisque c'est votre demande, le bilan de la réforme. En réalité, il est fait depuis un moment déjà, ce bilan, mais on va même faire plus, puisque dans le cadre du rapport, effectivement, pour lequel, et nous vous prions de nous en excuser, on est un petit peu en retard, mais on va vous faire un bilan extrêmement précis à partir des données 2025 qu'on vient de recevoir, donc ce qui explique notre retard, avec aussi le recul que nous avons maintenant, parce qu'il faut avoir conscience que ces dernières années ont été marquées par beaucoup de perturbations, notamment dans le recouvrement outre-mer. Bien sûr, le Covid, comme sur l'ensemble du territoire, qui a un peu faussé toutes les statistiques. Pendant longtemps, on a suspendu le recouvrement, donc on ne voyait plus rien. Il y a certains territoires sur lesquels le recouvrement s'était un peu arrêté, il reprend. Il y a eu aussi des phénomènes qui ont conduit aussi à des mesures d'atténuation, et elles étaient nécessaires au moment d'Irma, au moment de Chido. Voilà. Donc, nous, on estime que maintenant, c'est vraiment... Enfin, de toute façon, évidemment, on s'acquitte de la demande faite par le Parlement, mais on considère que c'est un moment effectivement opportun pour vous remettre un bilan complet de l'ensemble de ces éléments, qui vous permettra d'apprécier, à date et en tendance, l'évolution objective de la qualité de service qui est rendue notamment sur les organismes de recouvrement dans ce cas. Donc c'est notre objectif, et de vous transmettre ça maintenant que nous avons le recul nécessaire dans les meilleurs délais, étant entendu bien sûr que nous sommes venus avec un maximum de réponses déjà, et en réalité beaucoup des éléments qui figureront bien sûr dans ce rapport, et on est à votre disposition si jamais nos interventions liminaires n'y répondaient pas. Donc c'est vraiment un élément qui nous paraît très, très important. Et puis, nous portons aussi, bien sûr, au-delà de la gestion pilotée, ça occupe la quasi-totalité, je crois, des agents de la direction de la sécurité sociale en ce moment, la rédaction des ordonnances de convergence des droits sociaux à Mayotte, voilà, pour lequel aussi nous avons conscience, très attendu. Et donc ça, évidemment, ça dépasse la qualité de la gestion de service, mais nous portons évidemment des mesures qui permettront de rendre effectif cet alignement, et que vous aurez l'occasion d'examiner prochainement, puisque nous ne sommes habilités que jusqu'à l'été à prendre... vous nous avez habilité que jusqu'à l'été à prendre ces ordonnances, et donc elles arrivent très, 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 très prochainement. Donc voilà pour cette introduction très, très générale, mais qui, voilà, faible en chiffres, j'en ai conscience, mais forte, j'espère, en principe de l'action de l'État en la matière. Et puis je pense que voilà, nos collègues, notamment de l'URSSAF Caisse auront l'occasion de décliner justement et de qualifier la situation du recouvrement dans les territoires ultramarins pour les travailleurs indépendants, et d'identifier bien sûr des éléments de diagnostic et d'amélioration qui finalement sont ceux à quoi vous nous appelez, bien sûr. Le suivant, oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous allons le faire à deux voix avec ma collègue Maud Choquet. Vous êtes revenu sur l'histoire, et je pense que c'est important de reprendre quelques étapes, puisque la suppression du RSI en janvier 2018 n'était pas une rupture totale. Il y a une période de 2 ans transitoire qui a été organisée, durant lesquelles les anciennes structures du RSI, devenues des caisses déléguées, ont accompagné les caisses du régime général
à reprendre chacune de leurs activités et à opérer cette transformation de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Dès cette période, le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants relevait déjà des URSSAF et dans les Outre-mer des CGSS. Et pour la branche recouvrement, cette transformation elle s'est traduite par la constitution d'une véritable ligne de service spécifiquement dédiée aux travailleurs indépendants. Une organisation qui repose sur des équipes dédiées, qui gèrent à la fois la relation de service et la gestion des dossiers de bout en bout, de l'affiliation des travailleurs indépendants jusqu'au recouvrement, passant par la fiabilisation des revenus et l'ensemble, l'articulation avec la constitution des droits retraite. Ça a fait bouger les lignes quand même de l'URSSAF qui était plus traditionnellement organisée sur des fonctions par processus, et ça a été fait au profit d'une meilleure qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par un suivi de bout en bout de leur dossier. L'objectif était assez clair de cette intégration, c'était intégrer le recouvrement au régime général sans noyer les travailleurs indépendants dans la masse et en conservant leurs particularités, en veillant à simplifier les services qui leur étaient dédiés avec une prise en charge réellement adaptée. Et cet adossement au régime général, ça n'a pas été seulement un transfert de compétences, ça a redéfini également la place de l'URSSAF dans l'accompagnement des travailleurs indépendants. L'URSSAF a pris en charge des missions nouvelles dont vous avez pu parler précédemment dans la précédente séquence. Le support administratif au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la gestion de l'action sociale, l'appui à la médiation. Cette transformation, elle s'est aussi accompagnée de la montée en puissance d'offres de services spécifiquement conçues pour les travailleurs indépendants. Dès la période transitoire, nous avons pu déployer une application mobile dédiée aux auto-entrepreneurs. Nous avons mis en place un accompagnement personnalisé des créateurs d'entreprises et nous avons engagé diverses actions de personnalisation du service, notamment dans les partenariats qui ont été tissés avec les autres branches de la sécurité sociale. Je pense qu'on y reviendra, déploiement du dispositif HELP ou encore accompagnement dans les moments de vie cruciaux des travailleurs indépendants comme la cessation d'activité. Donc finalement, cette réforme n'a pas été un simple transfert technique, ça a été un transfert effectivement de personnel, et d'ailleurs on peut noter que ce transfert a été fait sans mouvements sociaux, sans insatisfaction des personnels qui ont été répartis dans les différentes branches. Ça a été également un transfert d'applications informatiques assez majeur, mais qui a été opéré de manière tout à fait normale et sans dysfonctionnement. Et ça a permis de mettre fin à une organisation qui était encore fragmentée, de restaurer un peu de lisibilité dans l'organisation avec des missions prises en charge par l'URSSAF, par la branche maladie et par la branche retraite. Dans la suite de ces éléments, effectivement, ce qui est saillant à notre sens, c'est vraiment qu'il y a une amélioration constante sur la période qui est délimitée par le questionnaire dans la tenue des comptes et du recouvrement des travailleurs indépendants. Le premier point de réassurance à ce titre, c'est les constats évolutifs qui ont été opérés par la Cour des comptes dans le cadre de l'opération de certification de la branche recouvrement. Opération dont vous êtes avisé et que vous suivez régulièrement, et sachant que la Cour est effectivement exigeante à ce titre. Chaque année, donc, la Cour des comptes conduit cet exercice de certification pour la branche recouvrement et également désormais pour le CPSTI. Dans ce cadre, elle s'est penchée sur la gestion des travailleurs indépendants et notamment le calcul et le recouvrement des cotisations par l'URSSAF. Historiquement, on avait effectivement d'importantes difficultés qui avaient été relevées pour cette population, y compris en lien avec le RSI, conduisant la Cour à exprimer des réserves qu'elle avait dites de portée générale sur la gestion des comptes travailleurs indépendants et à refuser de certifier les comptes du RSI. En 2019, donc c'est en cette année 2013 qu'elle a porté cette réserve de portée générale, et elle a maintenu cette réserve chaque année jusqu'en 2018, mais peu à peu, elle l'a recentrée sur des constats d'audit de plus en plus limités. Notamment, à partir de 2017, on est sur des constats sur des limites de contrôle et de supervision, mais plus sur des carences en propre sur les créances concernées. Et en 2019, surtout, la Cour a levé cette réserve propre aux travailleurs indépendants, considérant que les appels, c'était le dernier point qui est resté dans l'audit, que les appels à tort de cotisation en cas de taxation d'office n'existaient plus, et ça marquait à son sens même le terme d'opération absolument majeure de fiabilisation et de remise à plat des comptes pour satisfaire l'ensemble des constats qui avaient été faits en 2013. Donc les années ont passé, et donc on était encore dans le cadre d'une réserve sur les comptes de la branche recouvrement. Mais en 2022,
Il n'y a même plus de réserve et la Cour relève simplement une anomalie significative concernant les travailleurs indépendants, mais, je cite, au titre de la comparabilité d'un exercice à l'autre, lié à la crise Covid. Donc c'était encore un point pour nous d'amélioration majeure de la fiabilité de nos comptes tels que relevés par la Cour. Et depuis 2023, la Cour ne relève plus d'anomalies significatives du tout concernant les travailleurs indépendants. Elle relève des absences d'éléments probants, qui ne portent cependant pas sur la gestion en tant que telle, mais par exemple en 2024, donc dernière année disponible à certification, le rapport relève une insuffisance couverture des risques propres aux prélèvements sociaux des travailleurs indépendants dans les comptes de la branche, du fait de limites, notamment sur la qualité déclarative par les cotisants eux-mêmes, notamment des constats factuels sur la fiabilisation des déclarations de revenus quand il y a une interlocution en fait avec notre usager travailleur indépendant, on l'invite à rectifier sa déclaration et il ne le fait pas. Enfin, dans 90% des cas, il ne le fait pas. Et l'autre point effectivement factuel, constat factuel de limite des comptes, c'était sur les taxations d'office justement appliquées aux travailleurs indépendants, taxations d'office qui sont donc des applications forfaitaires et qui ont vocation à être régularisées, mais donc à l'instant T, effectivement, elles peuvent correspondre à des créances plus importantes qu'elles ne seront in fine. Donc sur ces points, effectivement, ce sont des limites finalement d'interprétation des comptes, mais non des comptes de la branche, mais non pas du tout des remarques sur la gestion des comptes cotisants. À ce titre, effectivement, du coup, la Cour ne porte par exemple aucune remarque sur le SNV2 dans la manière dont il gère les créances des travailleurs indépendants, sachant que ce système gère par ailleurs les créances de l'intégralité de nos cotisants et usagers. Aujourd'hui, sur ce point, parce que c'est un point qui a été évoqué précédemment, on a des évolutions techniques et fonctionnelles permanentes qui sont notamment permises dans le cadre de la COG actuelle de la branche, qui porte un engagement de 81 000 jours hommes destiné à la mise à jour justement du SNV2 pour le maintenir parfaitement à l'état de l'art, ce qui est notre conviction actuelle. Les résultats donc de la Cour des comptes, c'est des indications générales de nos comptes. Donc, je propose aussi de descendre un peu plus décentré, d'être un peu plus fin sur justement l'amélioration aussi des indicateurs de gestion des comptes et des créances des travailleurs indépendants et notamment en Outre-mer. L'enjeu pour nous, effectivement, c'est d'améliorer la fiabilité de nos comptes et notamment d'encourager nos usagers à déclarer en temps et en heure et à déclarer de manière qualitative. Et de notre côté, ensuite, on a un engagement aussi en gestion des comptes de, si on constate un compte créditeur, rembourser le cotisant concerné au plus vite, puisqu'effectivement, la trésorerie appartient et bien mieux dans les mains des entrepreneurs que dans mon compte à date. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on constate une vraie amélioration dans notre fichier cotisant avec une baisse des travailleurs indépendants en non-déclaration. En Antilles-Guyane, le nombre de travailleurs indépendants en non-déclaration était de près de 19 000 en 2019 et il est à fin 2024 de 5 280. 5 280. 5 280. De 19 000 à 5 200. C'est ça. À La Réunion, on communiquera les données dans le questionnaire. À La Réunion, il a diminué de 9 500, à peu de choses près, à 2 415 sur la même période. Ça se traduit également dans le taux de réduction des taxations d'office, effectivement. Donc là, sur ça, en fait, on a à la fois une action cotisant, donc les cotisants nous déclarent mieux en temps et en heure, mais c'est aussi le fruit des évolutions en fait structurelles et de long terme de la branche recouvrement sous l'égide de la direction de la sécurité sociale, de faciliter toujours plus la coordination entre la DGFiP et nous pour obtenir ces déclarations. Et enfin, c'est le travail quotidien des caisses de sécurité sociale ultramarines qui passent énormément de temps, effectivement, à contacter des cotisants pour obtenir les déclarations et récupérer souvent encore les déclarations papier fiscales pour pouvoir les intégrer. Ce qui est pratiqué principalement en Outre-mer et je l'ai moi-même vu dans des de nouvelles permanences qu'on a ouvertes récemment, par exemple en Guyane. S'agissant de la réduction des taxations d'office, ces multitaxations d'office ont baissé en fait de 10 points entre fin 23 et fin 25. C'est vraiment dans les dernières années que là on s'améliore notablement et on est désormais en taux de maîtrise de taxation d'office à 7 points de l'Hexagone. On est sur un indicateur à 60%, 68%. Donc, pour nous, c'est vraiment assez fort parce que ça s'inscrit effectivement dans cette logique aussi de convergence de performance, en tenant compte du fait que les taxations d'office sont beaucoup plus importantes en Outre-mer. Parce que nos usagers sont aussi plus loin de nous aussi en termes de facilité de consentement à l'impôt, de démarches administratives. Et donc, on peut imaginer qu'il y a ça veut dire aussi un investissement humain pour réduire ce taux qui est plus important. L'autre évolution, c'est effectivement l'évolution des taux de compte créditeurs que j'ai évoqué et que ce taux a été plus que divisé par 2 en 2 ans
Et on est aujourd'hui passé à un taux de 0,5% à 4% de nos comptes à peu près. On est très proche du national qui est à 2%. Donc là aussi, on est vraiment, et c'est parce que c'est sensible pour nous, c'est vraiment une action forte vers nos usagers, vous rembourser au plus vite, et si possible d'ailleurs en utilisant les RIB qu'on a déjà, tant que possible. Le taux de compte créditeur. Pardon. Et donc cette meilleure gestion des comptes est pour nous la garantie d'un recouvrement sur des créances fiables. Alors s'agissant du recouvrement en tant que tel, c'est sur ça. Alors mon collègue va revenir sur les offres de services, mais je voudrais juste faire un petit temps justement sur cette logique d'adaptation de la politique du recouvrement au contexte. C'est quelque chose que Thomas Ramil-Johanna a évoqué, c'est-à-dire notre soin et notre souhait à la fois d'être en équité, c'est-à-dire qu'on prélève finalement la même chose partout, mais on le fait selon des procédures qui sont les plus proches possibles les unes des autres, mais en même temps on est attentif à avoir dans des moments de crise par exemple une certaine bienveillance et à tenir compte du profil de nos débiteurs. Nos débiteurs sont plus nombreux et plus pluridébiteurs en Outre-mer qu'ils ne le sont en Hexagone. Donc sur les dernières années, effectivement, donc le recouvrement a repris progressivement post-Covid en Outre-mer. Pour le coup, pour les travailleurs indépendants, il a repris à peu près sur le même calendrier que le national. Et la reprise était effective début 2023. En fait, c'est encore relativement récent. Il faut aussi avoir cet élément en tête. Mais on a, dans les années qui ont suivi, connu des mesures de bienveillance en gestion, voire des mesures législatives de soutien liées à des crises locales. Donc on a eu la crise de l'eau à Mayotte, à compter de fin 2023, on a fait preuve de bienveillance à ce titre. Il y a eu la crise sécuritaire et sociale dans les Antilles, notamment en Martinique à l'automne 24, là aussi. On a eu toujours en interaction avec la préfecture, la DRED, les organisations et les organisations d'ailleurs patronales qui sont représentées dans nos conseils d'administration des CGSS. On a vraiment une capacité à en fait, se connecter au terrain qui est forte. Et dans ce cadre-là, on a aussi pris des mesures de bienveillance. Et il y a eu également les cyclones Bellal et le cyclone Garance à La Réunion. Et enfin le cyclone Chido. Et dans ce cadre-là, on met en œuvre la loi d'urgence. Et je voudrais évoquer aussi le fait que par-delà ces grandes crises et ces grands moments où effectivement sous l'égide en lien avec la DRFIP, sous l'égide du préfet, on va offrir des facilités, on va essayer de travailler le sujet, c'est qu'au quotidien, en réalité, nos CGSS s'inscrivent dans les CCSF, dans des comités de filière où avec justement la DREDS, les préfectures, elles vont rechercher à des actions d'aller vers pour des professionnels en difficulté. Ça peut être un échouage massif de sargasses, ça peut être une fermeture de carrière qui est la seule carrière de l'île, ça peut être des coupures d'électricité massives. Enfin, en fait, en permanence, on est en adaptation et en recherche de solutions, en fait, et notamment sous la forme des plans d'appurement au profit de nos usagers. Et à ce titre, on a vraiment une amélioration du nombre de délais de paiement. C'est la principale mesure en réalité sur laquelle on peut travailler pour résorber les créances de nos cotisants. Et donc, ces nombres de délais de paiement est passé de 2443 en 2019 en Antilles-Guyane à 6132 en 2025. Et le montant correspondant à ces plans est passé de 16 millions à 55 millions d'euros. Et dans le même temps, la durée médiane de ces plans est passée de 10 à 15 mois. Ça, c'est pour l'Antilles-Guyane. Et pour La Réunion, le nombre de délais a augmenté de 4 000 à 6 810 pour un montant passé de 41 à 62 millions d'euros et une durée médiane qui atteint aujourd'hui 19 mois contre 13 mois en 2019 et notamment sous l'effet des délais qu'on a accordés dans le cadre de Garance où voilà, on a voulu intervenir aussi vite, donc de manière plus automatisée avec des délais plus longs. Sur cette durée des délais, c'est pas la durée des délais doit correspondre à la situation du cotisant. Aujourd'hui, on a fait le choix, notamment pour l'outre-mer, et c'est un vrai facteur de différenciation avec l'Hexagone, d'avoir des délais pour les travailleurs indépendants qui pouvaient aller jusqu'à 24 mois. On a bien cet objectif de converger vers l'Hexagone, où on est plutôt sur des délais à 12 mois et moins. C'est bien notre objectif, puisque nous, on a un enjeu qui est très clair et très prégnant, et dont la MEC s'est bien avertie, de faire rentrer un moment l'argent dans nos caisses pour pouvoir financer les prestations, les centres hospitaliers, etc. Mais pour autant, ce qu'on tient aussi, c'est à préserver la viabilité économique de nos cotisants. Et donc, dans ce cadre, effectivement, on a, dans les dernières années, eu des délais un peu plus longs pour les travailleurs indépendants, pour leur permettre, effectivement, de nous payer les créances dues sans mettre en péril leur situation économique. L'enjeu est bien toujours quand même un enjeu de convergence et c'est bien ça, ce à quoi territoire par territoire, en fait, on cherche à atteindre dans les dernières années. Et je propose de passer à l'amélioration de la qualité du service rendu avec mes excuses pour ma durée. Je propose de continuer de parler de choses très concrètes du quotidien de nos usagers et que nous objectivons via un suivi très précis en fait, d'indicateurs
la qualité du service rendu aux usagers ultramarins, elle s'est vraiment significativement améliorée depuis 2020. On atteste quelques indicateurs. Le premier, c'est un indicateur qu'on suit au niveau national, qui est dans notre convention d'objectifs et de gestion, le taux d'appel abouti. En fait, ça vise à mesurer la capacité de l'URSSAF à répondre au téléphone avant que l'usager n'en soit dissuadé par un temps d'attente qui est trop important. En Antilles-Guyane, ce taux d'appel abouti il est passé de 60% à 89% entre 2020 et 2025. C'est près de 28 points d'amélioration et c'est extrêmement significatif. À La Réunion, il était globalement meilleur, il s'établissait à 78%, mais il a également progressé de 13 points sur la même période pour s'établir à 91%. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, les usagers ultramarins parviennent plus facilement à joindre leur URSSAF et c'est extrêmement important pour pouvoir venir en aide, répondre à leurs questions, mettre en place les échéanciers dont Maud a parlé. La qualité de la réponse apportée, elle fait aussi l'objet d'un suivi extrêmement fin. Et depuis 2025, les usagers ultramarins peuvent, suite à un appel téléphonique, noter la relation téléphonique qu'ils ont eue et la complétude de la réponse qui leur a été apportée. Donc c'est forcément un indicateur qui est très important et qui est très suivi à notre niveau. Et les résultats montrent quand même une convergence réelle avec les standards de qualité métropolitains. 87% de satisfaction à La Réunion des usagers qui ont joint leur CGSS au titre de questions concernant le recouvrement et 83% en Antilles-Guyane avec quelques variations suivant les départements. Au-delà de cette relation téléphonique, les CGSS ont une priorité sur l'accueil physique du fait de leur spécificité. Elles disposent d'une marge d'initiative importante pour développer des accueils de proximité, pour établir des permanences, notamment dans les France Services. Les accueils y sont globalement plus nombreux qu'en Hexagone et reçoivent davantage d'usagers. À titre d'exemple, en 2025 toujours, les Antilles-Guyane et La Réunion ont accueilli près de 23 000 travailleurs indépendants. C'est près de 10% du volume national accueilli en accueil physique sur la même période, alors que les travailleurs indépendants ultramarins ne représentent qu'environ 3% des travailleurs indépendants au plan national. Et en fait, ce chiffre montre l'importance de la proximité et de l'accueil physique dans les territoires d'outre-mer. Enfin, la progression du service rendu par l'URSSAF sur ces territoires, elle passe aussi par le déploiement d'offres de services nationales avec un principe et une conduite assez simple. C'est qu'il faut quand même être réaliste dans la convergence, tenir compte de la capacité de ces caisses à stabiliser d'abord les fondamentaux avant de pouvoir déployer ces offres complémentaires. Mais aujourd'hui, l'accompagnement des créateurs d'entreprises, via le dispositif Mes premiers mois avec l'URSSAF, c'est quelque chose de très concret qui existe sur l'ensemble des CGSS. Ça vise à accompagner dans les 15 premiers mois de leur activité les créateurs pour leur expliquer, les informer sur le statut et sur les points très importants dans la démarche administrative. L'accompagnement à la cessation d'activité, qui est un moment clé aussi et charnière pour la liaison avec la retraite, est également une réalité dans la majorité des territoires ultramarins. Ça a concerné près de 3400 travailleurs indépendants à La Réunion, qui ont été accompagnés de manière personnalisée, et près de 1700 en Martinique. La Guadeloupe va rejoindre le dispositif à partir de mai 2026. Autre exemple, le dispositif HELP, qui permet, sur la base de difficultés de paiement identifiées de travailleurs indépendants, d'échanger avec les autres organismes de sécurité sociale, a été déployé. En 2025, c'est 253 dossiers qui ont été instruits par La Réunion et une centaine pour les Antilles-Guyane, la Guadeloupe venant juste de rejoindre le dispositif il y a quelques semaines de cela. Et c'est un point très important parce que ça permet d'étudier une difficulté de paiement, mais de regarder aussi au-delà sur les différentes aides auxquelles les travailleurs indépendants ultramarins peuvent accéder. Cette convergence, enfin, elle n'exclut pas des initiatives locales, puisque les CGSS sont pleinement engagés sur leur territoire pour faire vivre des dispositifs. À La Réunion, par exemple, plusieurs initiatives comme Parer pour l'entreprise, un accompagnement de près de 500 personnes tournées vers la jeunesse, pour expliquer ce qu'est la création d'entreprise et apporter un soutien dans les premiers mois. Et c'est quelque chose de fondamental. Au final, ce que montre la progression de la qualité de service en Outre-mer, c'est qu'elle repose sur une méthode qui est quand même très concrète. C'est davantage d'écoute
et vous le voyez avec les chiffres qu'on a pu vous présenter, davantage de proximité, et puis une grande souplesse quand même qui est faite dans la mise en œuvre du recouvrement, comme ma collègue Mokchoké a pu en parler, et enfin une montée en charge et une convergence progressive avec les dispositifs nationaux dédiés aux travailleurs indépendants. Peut-être en guise de conclusion, le point majeur, en fait, c'est qu'on est bien conscient que l'historique du RSI peut encore peser dans les esprits sur certains territoires ultramarins. Et on peut s'arrêter, pardon, Monsieur le Président, si on a outrepassé illégalement la durée de présentation. Non, très bien. Si l'historique du RSI donc pèse encore dans les esprits, enfin, on en est conscient. Je pense que c'est quelque chose, nos directeurs régionaux chargés des travailleurs indépendants, ils ont aussi pleinement conscient, nos conseils d'administration, à nouveau, je le redis, hein, mais on en est conscient qu'il y a une histoire, enfin, il y a eu des années difficiles et ainsi de suite. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a eu des progrès dont on vient de témoigner, mais aussi il y a une réalité dans les créances qui font l'objet du recouvrement aujourd'hui. Les créances qu'on recouvre aujourd'hui, pour plus de 80%, hein, c'est identique en Outre-mer et en Hexagone, c'est des créances qui sont nées après le 1er janvier 2020. Donc c'est des créances en fait qui sont récentes. Et s'il reste une part qui remonte à avant 2016, c'est une part qui est extrêmement limitée. C'est la partie qui est encore en recouvrement parce qu'on est parvenu à la sécuriser contre la prescription. Donc l'essentiel des créances dont on a pu évoquer en fait le sort dans la discussion, c'est des créances qui sont en réalité largement derrière nous. Et pourtant, par contre, il y a d'autres choses qui ne sont pas derrière nous, c'est les enjeux encore majeurs sur la performance du recouvrement des travailleurs indépendants en Outre-mer. Le taux de reste à recouvrer, donc chaque année, en fait, il y a un montant de cotisation qui est liquidé. On encaisse un certain nombre de montants pour l'exercice concerné et il y a le reste à recouvrer. Ce taux de reste à recouvrer, en 2025, pour la population de travailleurs indépendants d'outre-mer, il est de 32%. En fait, on ne récupère que 68% des montants qui nous sont dus. L'Hexagone, ce taux est de 4,8%. L'écart entre l'Hexagone et l'Outre-mer, il est à peu près similaire pour les travailleurs indépendants et pour les employeurs du régime général. Il y a un écart qui est plutôt ultramarin que propre aux travailleurs indépendants. Ce taux, du coup, c'est notablement amélioré. Hein. Le taux de reste à recouvrer a baissé de 15 points entre 2019 et 2025. Donc on est bien dans une dynamique de progrès, et notamment qui est visible on a moins d'impayés initiaux. C'est-à-dire qu'en réalité, on peine encore à recouvrer ensuite, mais au départ, en fait, on est mieux payé chaque mois à l'échéance. Et ça, pour nous, c'est hyper puissant parce que ça dénote vraiment qu'on a quand même une dynamique de meilleure acceptation du prélèvement aujourd'hui sur les territoires ultramarins pour les travailleurs indépendants, donc depuis 6 ans maintenant. Et pour autant, il nous faut toujours poursuivre et avoir un meilleur paiement à l'échéance et ensuite un meilleur recouvrement par la suite, puisque comme l'a indiqué Thomas Rami-Johanna, les cotisations recouvrées, c'est autant de droits sociaux pour les travailleurs indépendants concernés. Et donc aujourd'hui, on a encore un chantier de conviction très fort sur ces sujets dont on est pleinement conscient et qu'on essaie de réitérer dès qu'on a l'occasion de le faire. Monsieur le Président, bonjour. Ce sera beaucoup plus rapide pour la Direction générale des Outre-mer. Et si vous en êtes d'accord, ce sera une présentation rapide, mais néanmoins à 2 voix. Pour vous apporter peut-être 2 informations principales compte tenu de l'objet même de la mission. D'abord sur le positionnement de la Direction générale des Outre-mer. Et peut-être que l'organisation du temps de parole et la durée de la parole va illustrer mon premier propos, à savoir que la Direction générale des Outre-mer, sur ce sujet particulier, est en position d'administration concourante au déploiement de la politique publique dont il s'agit sur la protection sociale des travailleurs indépendants. Et comme l'indiquait mon collègue de la Direction de la Sécurité sociale, pour l'élaboration des grands principes qui ont trait à cette politique publique. C'est la Direction de la Sécurité sociale qui est l'administration menante et nous, Direction générale des Outre-mer, apportons le cas échéant notre concours pour son déploiement. Comment d'abord en diffusant, en insufflant le réflexe Outre-mer, avoir cette capacité à apporter des regards particuliers par rapport aux spécificités, soit des Outre-mer en général, soit des spécificités propres à chacun des territoires d'outre-mer en particulier. Et sur ce sujet-là, nous sommes administration concourante, de la même manière qu'on l'est, ça a été évoqué, sur la question en cours des réflexions sur la LODEOM, dont la commission
l'AMEX a reçu en audition notre directrice générale, Madame la préfète Anne-Gaëlle Baudouin, au mois de mars. Donc, ce positionnement, d'abord, pour insuffler le réflexe outre-mer. Donc, on n'a pas d'éléments à ce stade beaucoup plus précis par rapport à ceux qui ont été communiqués jusqu'à présent. Et la deuxième information concernant notre positionnement vis-à-vis de la protection sociale des travailleurs indépendants, c'est que d'un point de vue budgétaire, il y a un mécanisme de compensation qui est mis en place et qui est supporté par les crédits de la mission Outre-mer pour les travailleurs indépendants, mais également pour les exonérations de charges patronales, l'ODEOM, et le dispositif des déductions forfaitaires pour les particuliers employeurs, où il y a un mécanisme de compensation, comme vous le savez, qui est mis en place et qui est supporté par les crédits de la mission Outre-mer par rapport au manque à gagner, si je puis dire, supporté par l'URSSAF par rapport à ces dispositifs. Je ne serai pas plus long à ce stade par rapport à mon intervention. Je ne sais pas si mon collègue Loïc Tanguy souhaite apporter quelques compléments. Non, merci Monsieur le Président, merci Pierre. Non, simplement dire qu'en tant que DGOM, c'est vrai qu'on est très sensible, hein, comme a pu l'indiquer aussi la direction de la sécurité sociale, à l'accompagnement des travailleurs indépendants compte tenu du tissu économique dans les territoires ultramarins, même si bien évidemment les situations sont hétérogènes entre un territoire et un autre. La nécessité d'accompagner ces travailleurs et également la nécessité de mener des actions de prévention pour éviter de se retrouver dans des situations de difficulté à recouvrir ces créances. Voilà, je ne serai pas plus long, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Lurel va certainement intervenir en premier. Ensuite, Madame Nadil et peut-être Madame Douaneau cette fois. Toujours pas. Oui, j'ai eu à dire que certaines questions étaient réservées à cette table ronde. En tout cas, merci pour ce que j'ai entendu et pour la qualité des informations. J'ai des questions peut-être un peu techniques, un peu compliquées. Je dis ça très clairement. Soyons simples au départ. Est-ce que nous pouvons avoir, est-ce que notre commission, notre audience plénière, je dis MEX, est-ce qu'on peut avoir des éléments chiffrés? Combien de cotisants y a-t-il? Combien de bénéficiaires y a-t-il? Quels sont les montants? Ensuite, quel est le montant de la dette sociale, notamment après Covid? Comment ça a été régulé, étalé et absorbé? Quels sont, et j'ai entendu évoquer la notion de bienveillance, est-ce que vous pourriez nous donner des chiffres à précisant de l'application? Comment préparez-vous l'application? Et c'est déjà entré en application, il me semble que c'était le 1er janvier 2026, sur comment dire, la réforme de l'assiette unique. Est-ce que c'est du brut? Est-ce que c'est une assiette nette? Est-ce que c'est du super brut? Tout ça, c'est des concepts que vous maîtrisez. Qu'est-ce qui est appliqué aujourd'hui dans les Outre-mer? Est-ce qu'il y a des différenciations? Est-ce qu'il y a des écarts? Et comment ça s'applique? J'aimerais savoir ça. Parce que c'est un peu compliqué. Et si je devais vous demander de me donner quelques éclaircissements par risque, par maladie, assurance maladie, par indemnité journalière, par décès invalidité, par vieillesse, par retraite et par AT-MP. Et ensuite, je ne vous parle pas des choses complémentaires, puisque le CSPI nous a un peu répondu sur ça. Mais comment ça a été fait? Vous avez dit dans vos propos que du point de vue matériel, du point de vue logistique, il n'y a plus de problème informatique et que le SNV2 fonctionne. Bon, on vient d'entendre autre chose, mais j'aimerais entendre ça parce que moi, j'ai lu les rapports de la Cour des comptes. Moi, je dis que ça, apparemment, ça marche et qu'il y a des taux de satisfaction. Je ne sais pas si vous faites des enquêtes aux Outre-mer, dans les Outre-mer. J'avoue que je n'ai pas retenu le nom du délégué du CEPSTI en Guadeloupe. J'ai entendu Jean-Marie Victoire. Bon, j'aimerais bien les voir et le directeur de la sécurité sociale à notre retour. Mais pourriez-vous nous dire sur la qualité des services, combien de points d'accueil y a-t-il? Vous m'avez donné un accueil téléphonique, un accueil physique, mais quels sont les points d'accueil? Ensuite, quels sont les délais pour recouvrer, pour les délais pour payer, les délais pour instruire les dossiers, notamment de retraite? J'ai enregistré avec satisfaction que le taux de recouvrement a progressé. Voilà. Et enfin, je finis tout à fait là, sans être encore plus détaillé.
Pourriez-vous nous donner le taux moyen à peu près des pensions de retraite des indépendants? Certains me parlent de 150 euros. Est-ce vrai? De 250 euros. Est-ce vrai? Bien sûr, il y a peut-être des cotisations qui n'ont pas été versées, il y a des carrières hachées, mais on me dit, compte tenu du revenu, puisque vous savez, 80-90%, ce sont des TPE, des petites entreprises. Très souvent, on est salarié, on devient indépendant, on revient salarié. Donc, il y a une circularité qui est difficile. Pourriez-vous nous dire, dans vos chiffres, parce que vous avez un appareillage informatique assez apparemment développé, est-ce que vous pourriez nous faire avoir ces chiffres pour que nous ayons une vision actualisée après 6 ans d'application de l'intégration de l'ex-RSI au sein du régime général, donc SSI? J'aimerais avoir une idée actualisée pour ne pas raconter des fadaises, puisque moi j'entends un certain nombre de choses, mais j'aimerais avoir une vision donnée par les services, contrôlés par le Haut Conseil de la protection sociale, etc. Et comment vous préparez l'application pour janvier 2026 de l'unification de l'assiette et quelles sont les consultations qui ont été engagées pour engager ça? Oui, je peux vous répondre sur quelques points côté direction de la sécurité sociale. Donc, la première question, donc, c'est sur la réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants. Alors, c'est simplifié, c'est compliqué parce qu'on part toujours d'une situation qui est intrinsèquement complexe. Donc, il faut quand même... l'assiette des travailleurs indépendants était historiquement divisée en deux. Ce n'était pas la même assiette pour calculer la CSG et les cotisations, ce qui était déjà en soi un facteur de complexité. Donc, vous avez raison. Le principal facteur de simplification qui est attendu, c'est d'abord aussi d'avoir un seul calcul. Et par ailleurs, ce calcul était un peu diabolique, parce que pour calculer son assiette de cotisation, il fallait avoir calculé ses cotisations. Et donc, il y avait une circularité. Alors, mathématiquement, ça se fait par un calcul itératif ou une approximation que, par ailleurs, qui avait été un petit peu... on avait admis par tolérance une espèce de calcul un peu approximé comme ça. Mais au fond, c'était très complexe. Donc, ces deux éléments-là sont en train d'être modifiés. Donc, ils s'appliqueront donc aux revenus 2025. Ils seront... Et donc, ce nouveau... Donc, les revenus des travailleurs indépendants de l'année 2025... Les revenus professionnels, l'assiette sociale, voilà, sera simplifiée en 2025 dans le cadre de la campagne qui démarre, campagne qui est une campagne fiscalo-sociale puisque la déclaration maintenant est unifiée et donc ça va simplifier donc les démarches à compter des démarches qui sont en cours là jusqu'au mois de juin. C'est une réforme qui avait été appelée de ses voeux par les organisations représentatives des travailleurs indépendants, qui s'est faite non seulement sur la base d'une simplification, mais aussi d'un calcul plus avantageux pour les droits, puisque dans la façon dont nous avons unifié les assiettes, on va dire l'assiette de la CSG, qui est évidemment un élément absolument central du financement de la protection sociale, mais qui ne crée pas en lui-même de droits, a été un peu diminué au profit d'un calcul un peu renforcé des droits, notamment à la retraite complémentaire. Donc globalement, ces effets-là, évidemment, ils vont se déployer progressivement tout au long de la carrière des personnes. C'est pas un effet mécanique dès la première année, mais ça veut dire que chaque année, évidemment, il y aura un petit peu plus de points retraite attribués au titre de ce calcul pour un même niveau de revenus. S'agissant des pensions, alors je n'ai pas les chiffres à disposition. Ceux que vous évoquez sont faibles. Alors on sait que les revenus d'activité sont plus faibles dans les territoires ultramarins, donc il ne serait pas illogique qu'on trouve des niveaux de pension plus faibles. À ce point-là, ça mérite d'être vérifié, mais on vous donnera les... en tout cas, je suis confiant sur le fait qu'on a tout à fait ces données en consolidé sur l'ensemble des pensions parce que c'est des travaux qu'on a pu faire à différents moments, donc on pourra les passer pour votre restitution sans difficulté. De même que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir tous les éléments sur tous les risques, mais en revanche, je suis assez persuadé qu'ils existent, donc on pourra vous les transmettre après notre audition en essayant de... Confirmez-vous qu'on va baisser les taux de la CSG et de la CRDS parce que c'est pas créateur de droits, c'est bien ça, hein, pour
augmenter un peu sur les autres items. Est-ce que... Le sens est bien celui-ci. La subtilité, c'est que ce n'est pas le taux qui baisse, mais l'assiette sur laquelle le taux est calculé. Mais je vous confirme que le sens de l'effet est bien celui-là. Donc, pour augmenter les droits des bénéficiaires. Voilà, et notamment les droits à la retraite complémentaire. Et par rapport aux salariés? Les salariés ne bénéficient pas d'une réforme du même ordre. En revanche, ce que les organisations... Il n'y a pas parité, quoi. Parce que ça se rapproche en harmonisation. Exactement. C'est que ce que les organisations, en tout cas, qui demandaient la réforme signalaient, c'est que dans la part des prélèvements payés, la CSG, parce qu'elle a été calculée sur une assiette plus élevée que celle des cotisations, finalement était un peu surreprésentée dans les prélèvements dus par les travailleurs indépendants. Et sur les chiffres, qui me répond? Peut-être pour compléter et rester toujours dans des éléments extrêmement concrets, monsieur le sénateur, je pense qu'il y a une spécificité dans le calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants des territoires ultramarins, c'est qu'ils bénéficient, dans les 2 premières années de leur activité, d'une exonération, 2 premières années, d'une exonération quand même assez significative de leur cotisation sociale. Le revenu médian moyen des travailleurs indépendants ultramarins, même s'il y a des différences suivant les territoires, il ne faut pas les nier, c'est environ 35 000 euros. Sur leur première année d'activité, un travailleur indépendant des DOM va devoir un peu moins de 3 000 euros de cotisation. En métropole, dans la même situation, il va devoir 14 000 euros et quelques de cotisation. Alors on pourra mettre à disposition, bien sûr, de la mission différentes simulations, mais ça montre bien la part de l'exonération dans les cotisations sociales ultramarines. Que s'ils ne sont pas à jour de cotisation, ils ne percevront qu'à proportion de ce qu'ils ont payé et de ce que vous avez recouvré. Non, en fait, c'est vrai que c'est un élément très important qui explique aussi l'effort. Évidemment, on ne va pas se mentir, l'effort qu'on fournit, il est lié évidemment au fait qu'on a besoin que cet argent rentre pour financer les droits, mais il est aussi très important parce que dans le système des prestations, alors pas les allocations familiales, mais les droits retraite et aux indemnités journalières sont calculés en remplacement d'un revenu, et le revenu qui est pris en compte, c'est le revenu cotisé. Donc si les cotisations n'ont pas été payées, ça affaiblit les prestations que j'ai citées. Et donc c'est pour ça aussi il est très important, et mes collègues de l'URSSAF l'ont dit, c'est très important que notre objectif premier, c'est bien sûr c'est pas de résorber de la dette, c'est de faire en sorte qu'elle ne se constitue pas et que tout soit payé au fil de l'eau, en sorte que les droits soient constitués au bon moment et alimentés au bon moment pour les travailleurs indépendants, pour lesquels, c'est vrai, la corrélation entre ce qu'ils payent et les prestations est un peu plus forte. Donc c'est d'où cette double vigilance de notre part sur ces sujets. Un certain nombre d'informations, peut-être par ordre un peu... Mettez du son. En ordre un peu dispersé, peut-être, mais déjà, donc, s'agissant des exonérations, puisque c'est le sujet qu'on a abordé rapidement, donc au total, ça revient à environ 200 millions d'euros par an d'exonération d'hommes travailleurs indépendants au total. Et par ailleurs, juste pour bien préciser le point, quand on est exonéré, on ne perd pas de droits. Mais ça allait probablement sans le dire. Pardon, je préférais le souligner. S'agissant donc des données, un certain nombre de données de cadrage, comme ça, donc en termes d'effectifs, alors je vais prendre les effectifs à fin 2024, puisque ce sont ceux qui sont complètement stabilisés à date. On a environ 140 000, j'ai les stats très précises, mais ça ira plus vite pour les ordres de grandeur, 140 000 travailleurs indépendants en Outre-mer. 73 000 sont des travailleurs indépendants dits classiques, c'est des artisans commerçants et des professions libérales, et 67 500 sont des auto-entrepreneurs. Donc les auto-entrepreneurs ont cru, ils ont été multipliés par 2, un peu plus de 2 même, depuis 2020. Mais une forme de spécificité, c'est que les travailleurs indépendants dits classiques demeurent majoritaires parmi les travailleurs indépendants en Outre-mer. S'agissant des montants en cause dans le recouvrement des travailleurs indépendants ultramarins. Alors, si on prend l'exercice 2025, donc c'est-à-dire en 2025, les travailleurs indépendants ultramarins ont liquidé 765 millions de cotisations. Donc, ils devaient payer 765 millions d'euros. 765 millions. 765. On a encaissé au titre des exigibilités de l'année 2025 523 millions. C'est ça.
Notre reste à recouvrer était donc de 241 millions, un taux de reste à recouvrer de 32%. Ensuite, là, on regarde que l'exercice 2025. Si on regarde l'intégralité des créances non prescrites des travailleurs indépendants à l'égard de l'URSSAF, on a 1,4 milliard d'euros de créances totales. C'est des dettes, ça ou... C'est des dettes, oui. C'est des dettes. En fait, c'est les dettes si on prend toutes les exigibilités. C'est-à-dire, enfin, là, j'ai pris que l'année 2025. Mais si je prends les dettes que j'ai, si on cumule tout, voilà. Voilà pour les montants. Ensuite, pour revenir assez rapidement sur la satisfaction et les accueils. Alors, je vais devoir, je ferai vérifier ce point par nos collègues des caisses, mais à date, à ma connaissance, nous avons 3 accueils travailleurs indépendants en Guadeloupe, enfin 2 accueils stables, un donc à Jarry et un à Saint-Martin, et une permanence à Saint-Ignace. Et nous avons 2 projets de développement d'accueil recouvrement dans des accueils qui sont existants de la CGSS. L'objectif, en fait, on a un objectif dans la COGE et dans les contrats qui nous lient avec les CGSS pour la COGE, donc 23-27, de développer davantage effectivement les accueils en Outre-mer et surtout dans une optique interbranche. Donc d'avoir un espace, davantage de lieux où le travailleur indépendant peut venir et d'emblée avoir un conseil à la fois, par exemple, sur sa retraite et ses cotisations. Dans ce cadre-là, de nouveaux accueils ont vocation à ouvrir d'ici la fin de la COGE. En Martinique, je n'ai qu'un seul accueil travailleur indépendant qui est au siège de la CGSS. Mais il y a également, en revanche, des rencontres, pas des permanences, mais il y a un programme en fait, de déplacement sur l'ensemble du territoire dans des collectivités pour faire des demi-journées ou des journées dédiées principalement aux travailleurs indépendants, mais aussi aux employeurs. En Guyane, nous avons un accueil à Cayenne et également une permanence recouvrement à Saint-Laurent-du-Maroni, qui accueille principalement des travailleurs indépendants. Et à La Réunion, nous avons 4 accueils recouvrement, Saint-Denis, Saint-André, Saint-Joseph et Saint-Pierre. Et effectivement, donc, outre ces accueils permanents, donc, qui ont des horaires d'ouverture assez importants au regard de ce qu'on peut pratiquer en hexagone, puisqu'ils sont ouverts tous les jours, grosso modo. Voilà, il y a des événements. Donc on a notamment ce qui a été assez marquant dans les dernières années, c'est sous l'impulsion du CPSTI Anti-Guyane. On a fait un salon des travailleurs indépendants sur chacun des territoires de l'arc Anti-Guyane, Martinique, Guadeloupe et Guyane, un par an. Pour essayer aussi d'inscrire les dispositifs du CPSTI qui ont été évoqués, donc notamment l'action sociale, d'en informer le maximum de travailleurs indépendants possible. Et toutes les CGSS quasiment pratiquent en coordination souvent avec les chambres consulaires des rendez-vous pour les créateurs d'entreprises, des réunions d'information sur les droits et la création d'entreprises. Sur la satisfaction, pardon, je suis désolée, je dois basculer. Sur la satisfaction. Alors, en fait, on a une enquête de satisfaction donc nationale qui a une variante ultramarine, un questionnaire ultramarin. Si on prend les travailleurs indépendants, donc qui ont les résultats de cette enquête sur le versant travailleurs indépendants, on est en progrès en termes de satisfaction en 2025. Donc, la satisfaction est de 72% en Guadeloupe contre 63% en 2024, 59% en Martinique contre 55% en 2024. Et 76% en Guyane contre 74% en 2024. Je me permets de souligner, parce qu'on en est très conscient nous-mêmes, que nos enquêtes, notamment vers les travailleurs indépendants, ont des taux de réponse qui sont relativement faibles. C'est sur quel indicateur ? C'est la satisfaction générale. Il y a une série de questions. En fait, il y a à peu près, il y a sous ton contrôle une trentaine de questions, et donc ils vont être amenés à évaluer leur satisfaction au regard de nos sites internet, qui est le même pour tous, de l'accès aux comptes, mais ensuite des questions sur l'accueil, et donc du coup, confronté à cette situation où on a un échantillon pour tout l'outre-mer d'autour de 8000 indépendants, et avec un taux de réponse qui est faible. C'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on est particulièrement satisfait d'avoir développé les enquêtes à chaud pour les usagers qui ont accès à notre ligne téléphonique. Comme ça, on peut effectivement développer cette analyse de satisfaction. Et je veux également souligner qu'à la demande des CGSS, on va expérimenter cette année une enquête de satisfaction CGSS interbranche, où du coup là c'est un peu une autre optique, c'est notamment pour évaluer justement, on est en CGSS, on a le privilège d'être dans des organismes où on a plusieurs branches représentées, et donc on a normalement une facilitation pour avoir une information retraite, maladie et recouvrement dans un peu le même cadre avec des échanges facilités. Et donc c'est un peu cette idée-là, c'est aussi de tester, est-ce que ça fonctionne, est-ce que nos usagers ils en tirent un profit aujourd'hui, et donc c'est pour ça que
notamment, enfin, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie avec notre appui et celui des organismes locaux qui va déployer cette enquête. Et aussi pour effectivement voir comment on arrive, d'ailleurs, dans ce cadre-là, à avoir peut-être un échantillon un peu plus important de répondants. Voilà, Merci, monsieur le président. J'ai 2 autres questions. Et je... Oui, Madame Mallet aussi. Oui, Madame Mallet, puis après Monsieur Lurel. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur le volet d'exonération au début de l'activité, c'est-à-dire qu'il y a une exonération de 2 ans, et notamment sur tout ce qui est retraite. Donc, ce qui fait que ça fait... Bon, les travailleurs indépendants perdent 2 ans en fait, de cotisation, 24 mois de cotisation. Et je crois qu'il y a, après, il y a un système pour pouvoir racheter 5 années. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que c'est fait effectivement? Et est-ce que beaucoup ne manquent pas de trésorerie pour le faire? Voilà mes questions. Merci. Peut-être sur cette question importante, effectivement. Il faut distinguer 2 choses. On déclare un revenu, on paye des cotisations dessus. Les cotisations qui sont calculées dessus sont déjà, au moment où on les calcule, nettes des exonérations. Ces exonérations ne sont pas payées par personne, puisque à ma gauche, comme vous avez été rappelé tout à l'heure, le ministère des Outre-mer compense la sécurité sociale pour ces exonérations. Dit autrement, il y a 2 mouvements. Donc, les organismes de recouvrement prennent en compte la déclaration, prennent la totalité du revenu, considèrent que les cotisations sont dues, même s'il y a des exonérations dessus, et la totalité de ces revenus sont bien utilisés pour le calcul des droits. Dit autrement, l'exonération n'a pas d'impact sur le calcul des droits, et les 2 premières années d'activité qui effectivement font l'objet d'une exonération un peu exceptionnelle et renforcée par rapport au cadre général, mais c'est le même cas dans le cas général dans le cadre de l'ACRE. Il y a un autre ministère qui paye, et donc on considère finalement côté sécurité sociale que les cotisations étaient calculées, exonérées et acquittées, et donc il y a bien des droits là-dessus. Ce qui est indépendant des facultés de rachat qui permettent en général de racheter pour se mettre à un niveau de revenu supérieur au revenu réel qui a été déclaré. Monsieur Lurel. Monsieur le Président, vous avez évoqué la dette de 1,4 milliard en dette cumulée. Quelles sont les modalités de recouvrement? Quel est l'étalement? Parce qu'avec ce qui va entrer en vigueur, nouvelle formule, nouvelle assiette unique, avez-vous évalué l'impact? J'imagine, je ne sais pas comment se font les actualisations de revenus, si c'est mensuel, si c'est trimestriel ou comment on le fait. On a un peu supprimé la circularité évoquée il y a un moment, mais avez-vous, comment dirais-je, anticipé le choc que vous aurez cette année? J'aimerais savoir qu'est-ce qui a été fait en préparation. Dernière question, j'ouvre un peu le champ. On nous a laissé entendre dans les lois de financement de la Sécu que ce qui a été fait jusqu'ici avec le RSI, disons absorbé, je ne dis pas fusionné, par le régime général, ça pourrait se faire pour ce qui reste de profession libérale, donc les CIPAB, mais pour les non réglementés, ça pourrait se faire. Et puis surtout, dans les Outre-mer, les agriculteurs. Ce sont des travailleurs non salariés. Vous avez réformé récemment, je crois en 2022, ça se calcule par surface. C'est pas comme ici, par surface. Et puis il y a des points, quel que soit le risque, en AMEXA, AFEXA, bon, etc. On a révisé et maintenu, par exemple, sur les hectares pondérés. Si vous prenez la banane, c'est entre 4 et 10 hectares. 10 hectares pondérés, vous êtes en deçà, vous êtes exonéré. Au-delà, il y a une gradation et pour toutes les cultures. Bon, c'est compliqué, je l'avoue. Mais on nous avait annoncé une ordonnance que dans les 18 mois, le gouvernement aurait présenté, dans le cadre de la réforme des retraites, quelque chose qui adapterait tout ça. Bon, tout ça est tombé à l'eau. C'est du 49.3. Donc, on reste, j'imagine, mais je ne sais pas, j'avoue, vous me direz si je me trompe, sous l'ancien régime. Et on disait que, oui, tout ça, puisque là, nous sommes un peu précurseurs dans les Outre-mer. Nous ne dépendons pas de la MSA, même si c'est géré par les CGSS. Est-ce que demain, ces travailleurs non salariés, je parle des exploitants, parce que les salariés agricoles sont déjà au régime général, est-ce que ces exploitants ont vocation à intégrer, comme le RSI, donc comme les indépendants,
à intégrer le régime général? Et quels sont les travaux que vous préparez pour ce choc-là aussi, pour éviter un Big Bang non maîtrisé? Alors, donc c'est une question avec qui a plusieurs dimensions. La première porte sur notre ambition. Vous nous interrogez sur notre ambition de rapprochement d'organismes dans ce cas. Donc, ce sont des pistes qui ont été évoquées effectivement par tantôt la Cour des comptes ou des rapports d'inspection. Nous n'avons pas, à ce jour, de projet de rapprochement. Donc, il y a une discussion en ce moment sur la COG de la MSA qui se fait à périmètre constant. Pourquoi on ne l'envisage pas? Tout simplement parce que la coexistence de ces différents organismes de recouvrement, même si elle peut, effectivement, lorsqu'on est un peu plus réactif, peut-être poser des difficultés voilà, d'appréhension de tous ces organismes, mais en réalité, on l'a fait au moment du RSI, au moment d'une crise aiguë de l'organisme de recouvrement qui posait des dysfonctionnements très importants, au terme desquels, Alexandre Mondou l'a rappelé tout à l'heure, on s'est rendu compte que c'est la coexistence du système URSSAF et du système RSI pour les mêmes personnes et les mêmes prélèvements qui posait des problèmes. Donc on a dit, donc la Cour des comptes à l'époque nous avait invité à faire un choix, qui était d'ailleurs le choix de transférer les missions aux URSSAF, et c'est cette mission qu'on a conduite. On ne poursuit pas aujourd'hui, monsieur le sénateur, d'autres projets de rapprochement parce que il nous semble, sauf à ce que vous me disiez qu'il y a des difficultés d'identifier de cette sorte, des difficultés du même ordre qui justifieraient des mesures de ce style. Donc il n'y aura pas de Big Bang non maîtrisé parce que nous n'avons procédé à ces rapprochements un peu Big Bang que quand la situation était trop détériorée pour qu'on maintienne le statu quo. Le second volet de votre question, c'est une question qui effectivement est articulée avec la réforme de l'assiette. Dans le cadre de la réforme de l'assiette, donc je l'ai dit, il y a une bascule, effectivement, il y a une simplification et une bascule, mais c'est vrai que les exploitants agricoles ultramarins ne verront pas la différence s'ils continuent à déclarer sur la base des surfaces pondérées. Donc il y a un travail très important que nous conduisons avec le ministère de l'Agriculture pour regarder ce que donnerait en comparaison le système que nous avons bâti sur la réforme de l'assiette et les systèmes d'assiette pondérée. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est comme toujours, ça a peu de chances d'être gagnant pour tous les acteurs. C'est pour ça qu'on prend le temps, qu'on vous a demandé un peu plus de temps, parce que ça nécessite des simulations très fines. Donc on est reparti des données fiscales pour reconstituer les revenus réels qu'on ne connaissait pas, puisqu'ils avaient besoin de les déclarer, puisqu'ils déclaraient sur la base des surfaces. Donc qu'on a reconstitué. Donc on est en train de faire des analyses de que conduirait justement cette bascule de l'un à l'autre. Mais une chose est sûre, le gouvernement ne le fera pas voilà, sans consulter, sans vous présenter et présenter aux organisations professionnelles les effets d'une telle réforme, parce que évidemment, c'est tentant de se dire, voilà, il faut bénéficier de la simplification qu'offre la réforme de l'assiette et c'est le bon moment pour le faire. C'est le sens de l'habilitation que nous vous avons demandé, mais il faut le faire dans des conditions, voilà, qui soient acceptables et ça saute pas complètement aux yeux parce que malheureusement, alors là aussi, j'ai pas les chiffres, mais je crois qu'une part très très importante des exploitants agricoles concernés demandent des dispositifs de solidarité parce que leurs pensions sont très faibles. Donc, est-ce qu'ils en verraient vraiment les bénéfices directement du fait qu'il y ait plus de cotisations? C'est possible, mais ça n'est pas évident. Et donc, il faut qu'on examine tous ces effets. Donc, on a commencé les discussions avec les organisations professionnelles, on leur a exposé les différents scénarios, mais effectivement, le projet n'est pas complètement arrêté. Et en tout cas, on va pas, enfin, on ira, mais je dirais avec beaucoup de discernement sur ce sujet, parce que faut pas faire la bascule pour faire la bascule. Les médecins, les vétérinaires, les paramédicaux, il n'y a pas quelque chose de prévu sur les professions non réglementées, disons. Sur le transfert des organismes, non. La Cour l'avait évoqué à l'époque en disant, c'était une réussite. Le transfert RSI-URSSAF, il faut aller plus loin, il faut examiner d'autres pistes. Donc, il y a eu un transfert CIPAV
qui s'est bien passé aussi. Mais s'agissant des sections professionnelles de profession libérale, voilà, c'est un point qui serait vraiment à construire à partir d'un diagnostic de difficultés que ne portent pas actuellement les représentants de ces professions. Madame Jacques, voudrais vous poser une question. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos informations très éclairantes. Mais je pense, et depuis que je travaille aussi, que la délégation mène un certain nombre d'études, nous nous rendons compte, je mesure la complexité des choses. Et je me demandais, mais pourquoi lancer un pavé dans la mare en demandant pourquoi ne pas tout intégrer à un régime général et supprimer tous ces régimes spécifiques, ce qui fait sourire mon président, mais ce serait peut-être intéressant d'y réfléchir une bonne fois pour toutes à cette façon de fonctionner. Après, j'avais une autre petite question plutôt pratico-pratique. J'ai été alertée par un auto-entrepreneur qui, en fait, s'est trompé dans sa déclaration, dans le numéro de SIRET, il s'est trompé de chiffre, et c'est la croix et la bannière parce qu'il n'est pas reconnu au niveau informatique pour régulariser cette situation. C'est très compliqué apparemment, et il se retrouve avec des besoins, enfin des demandes de recouvrement parce qu'il ne peut pas non plus faire payer en ligne. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue à cause de ce petit problème technique. Peut-être je peux prendre le premier point et côté URSSAF le second. Sur l'organisme unique, il est arrivé que l'État propose des rapprochements. Alors, c'était pas dans le champ des travailleurs indépendants, mais des rapprochements des organismes de recouvrement. Il me semble que c'est le législateur, parfois le Sénat, qui nous a invités à la prudence, à examiner ces projets avec attention, à s'assurer que tous les organismes sauraient se mettre au niveau. Donc, fondamentalement, je pense que la position de l'État, elle est très prudente sur le sujet. Un autre aspect, moi, je pense, qui est important quand vous évoquez la complexité, qui n'est pas une recommandation, parce que les entreprises font leur choix, etc. Mais une piste, enfin, c'est que on constate, et un peu à notre grande surprise, que finalement, les dispositifs simplifiés, certaines offres, le recours à un expert comptable, qui a un coût, c'est indéniable, mais qui est quand même un élément central de la simplification, parce que nous avons bien conscience, pour nous-mêmes pousser en fait finalement des partenariats avec ces professions, que c'est devenu, compte tenu de la nature de la réglementation, un peu inévitable pour faire des déclarations fiables et correctes. Voilà, que c'est un élément très important. Il faut que nous aussi on rende cette diversité d'acteurs moins sensible pour les acteurs, ce qu'on a quand même réussi à faire beaucoup dans le champ de la retraite, où on a réussi. Voilà, quand vous avez de l'information sur la retraite sur le site de l'assurance retraite, c'est pas juste votre pension du régime général. On essaye à travers un GIP de faire travailler les données de tous les régimes, de les regrouper. Et je pense que c'est ça l'exemple de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que ça peut être tentant effectivement de simplifier en unifiant les régimes, mais en tout cas dans un monde, et c'est ça l'histoire de la sécurité sociale plurielle, notre travail d'administration, c'est de faire en sorte que ce soit le plus invisible possible pour les acteurs. Ça ne l'est sans doute pas assez, mais des exemples et des précédents, tout ce qu'évoquait aussi l'URSSAF sur le fait voilà, les CGSS d'une certaine manière sont aussi un exemple d'endroit où on peut coordonner les prélèvements, les droits. Donc on peut effectivement demander des délais pour ces cotisations et en même temps se dire bon, où j'en suis sur ma retraite à ce moment-là. Donc voilà, il faut profiter vraiment de ces moments-là et de ces structures-là pour essayer de gommer la complexité inhérente à la pluralité de nos organismes, qui est encore une fois un héritage historique dont on ne peut pas se défaire facilement d'une fois, et dont on ne souhaite pas d'ailleurs forcément se défaire, parce que voilà, on a des exigences de performance qui font que la qualité rendue par ces organismes, ce n'était pas le cas du RSI, mais était satisfaisante. Madame Doineau.
Avec du son, avec du son. Je crois, merci Monsieur le Président, qu'il y avait un complément d'information à apporter. Oui, Madame la Présidente, c'était pour rebondir sur le cas de l'auto-entrepreneur qui est perdu dans des démarches administratives. Alors, bien sûr, je ne m'exprimerai pas sur ce cas que je ne connais pas, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a vraiment conscience au niveau de l'URSSAF, et d'ailleurs nos collègues du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont mené plusieurs études pour écouter notamment ce public des auto-entrepreneurs, que ce sont parfois des personnes qui sont un peu isolées et en difficulté vis-à-vis de leur démarche administrative. Ce qu'on peut recommander à toutes les personnes qui se retrouvent en difficulté, c'est de ne pas hésiter à pousser la porte de l'URSSAF, à contacter par téléphone, à vraiment rentrer en relation avec nous, parce qu'on constate qu'il y a parfois un peu d'inhibition. Et si la démarche n'est pas réglée, on rappelle qu'il y a aussi la médiation du CPSTI qui constitue un dispositif qui permet quand même de dépasser une majorité de situations. Donc forcément, l'URSSAF est en capacité de régler ces problèmes, et les CGSS également. Et puis, je voulais revenir sur la question qu'on n'a pas totalement répondu, mais je m'apprêtais à y répondre, sur la dette sociale et son ampleur. Il y a un premier point à comprendre qui est un peu technique, mais néanmoins, Maud Choquet en avait parlé, c'est qu'une partie de cette dette sociale, elle est constituée de ce qu'on appelle une taxation d'office. Les travailleurs indépendants, ils doivent leur cotisation sociale sur la base de leurs revenus. Et donc, ils doivent le déclarer à l'administration fiscale. Et dans les CGSS, on constate que nombreux sont ceux qui ne réalisent pas cette démarche. Et l'URSSAF se voit alors, et c'est réglementaire, dans la nécessité de leur appliquer une base forfaitaire qui est majorée par rapport à leurs revenus réels. Ça, c'est un phénomène extrêmement marqué en Antilles-Guyane, même s'il y a effectivement des progrès que Maud Choquet a pu noter sur le sujet. Et donc, une grande partie de cette dette, c'est uniquement l'absence de revenus réels déclarés. Et les CGSS sont très engagés dans la récupération de ces revenus pour régulariser les dettes et diminuer le montant des cotisations qui sont dues par les travailleurs indépendants. Ça ne marche pas, les déclarations fiscales et sociales uniques là ? Si, bien sûr, ça fonctionne parfaitement. Depuis 2021, il y a une seule déclaration à faire sur le site des impôts et on a de très très bons retours sur le dispositif. C'est juste qu'il y a, au niveau des usagers ultramarins, parfois de la réticence à déclarer leurs revenus. Ensuite, sur la mise en recouvrement des dettes, je voulais rappeler quand même l'aspect très progressif de l'URSSAF au niveau national et également dans les CGSS. Nous n'allons pas directement devant l'huissier de justice. Nous avons une politique de recouvrement amiable qui passe par un certain nombre d'étapes, un délai qui est laissé, qui permet quand même de résoudre, dans la grande majorité des cas, des situations et notamment de récupérer des revenus, et de mettre en conformité les dossiers. On est vraiment dans cette approche, encore une fois, d'écoute, de proximité et de relation avec nos usagers. La médiation au lieu du contentieux. Exactement. Prévalence de la médiation du contentieux et aussi respect du droit à l'erreur, qui est quand même une dimension très importante. Vous savez, si on ne paye pas ses cotisations, on peut faire l'objet de majorations de retard. Eh bien, on est aussi amené à remettre ces majorations de retard dans des cas de bonne foi. Finir, mais je veux la réponse sur l'étude d'impact que vous auriez faite. Ne me dites pas que vous entrez en application de la réforme de l'assiette unique, que vous n'avez pas fait une étude d'impact, que les prélèvements ne sont pas à peu près les mêmes, parce que vous risquez d'avoir une petite révolution. Les prélèvements, nous avons... Alors, ça a été un travail long et un peu difficile, parce que bien sûr, il y avait un certain nombre de modifications qui tenaient au barème, à l'assiette, etc. Il y a eu les modifications des barèmes de beaucoup de régimes complémentaires avec les professions concernées. Mais au final, ce que nous attendons, c'est une stabilité du prélèvement. Et donc, on attend. Ça n'est pas censé. Alors, ça n'est certainement pas censé produire de la dette supplémentaire. Et ça produira effectivement des régularisations, mais dans le montant global de prélèvement devrait être constant. Sur les études d'impact, évidemment, on les a réalisées. Effectivement, on constate que c'est un montant global de prélèvement qui est assez similaire. L'URSSAF met à disposition, et ça fait quelques semaines, un simulateur qui permet à tous les usagers sur monentreprise.ursaf.fr d'aller vérifier sa situation par rapport à cette réforme-là. Voilà, d'entrer son revenu et de voir quelles seront les cotisations sociales qui seront dues. C'est un outil on essaie de faire un maximum de publicité dans le cadre de nos communications pour que tout le monde soit informé.
Madame Doineau a la parole, Madame la rapporteure générale. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir initié cette table ronde, enfin d'avoir répondu à l'appel de mes collègues en particulier. Ça nous a beaucoup apporté cet après-midi en termes d'éclairage et je voudrais remercier les directions qui sont ici présentes, l'URSSAF, et puis la première table ronde aussi, les représentants, parce que ça nous a vraiment permis de faire une évaluation très exhaustive de ce que sont effectivement les réalités du terrain des Outre-mer sur les travailleurs indépendants. Ceci dit, moi, je voudrais dire que finalement, c'est sans doute un éclairage que j'apporte parce que je suis allée sur le terrain pour une autre mission qui est lancée par l'AMEX et j'ai pu relever qu'en fait, on a une méconnaissance aussi des organismes et de tout ce qui est fait pour soutenir les entreprises et notamment les indépendants. Et que sans doute l'information n'est pas suffisamment diffusée. La communication n'est pas souvent connue et c'est dommage parce qu'en fait, non seulement il y a les directions enfin, représentées par les caisses sur place, mais il y a pourtant aussi des organismes locaux qui accompagnent les entreprises et qui font aussi des choses. Mais là encore, c'est méconnu. On a eu la chance aussi de rencontrer à Saint-Barthélemy les experts comptables qui sont des acteurs essentiels et qui essayent aussi de leur côté de diffuser l'information. Alors, je ne sais pas comment il faut procéder, mais en tout cas, il y a forcément quelque chose de méconnu parce que la réalité, c'est qu'en plus, on le voit bien par vos chiffres, les choses s'améliorent. C'est sûr que dans les territoires ultramarins, il y a eu une difficulté sur la déclaration et c'est encore le cas. Il y a des activités qui ne sont pas encore voilà, suffisamment connues et donc, ça donne des situations au moment notamment des droits à la retraite qui deviennent problématiques. Donc, moi, ce n'est pas du tout une critique, c'est un état de fait, c'est une façon, c'est dû à l'histoire des territoires. Donc, il faut mettre tout en œuvre pour que tous les organismes, qu'ils soient d'État, de représentation d'État, des institutions et aussi des chambres consulaires représentées, des syndicats aussi, tout mettre en œuvre ensemble. Parce que quand l'information elle est passée tous ensemble, je pense que c'est mieux que beaucoup d'informations diffuses. Et donc, moi, je vous encourage en tout cas à rechercher. Mais je voulais donc signaler ce que vous venez de dire sur ce simulateur. Justement, j'en avais connaissance. Et comme pour d'ailleurs les retraites, c'est des moyens très efficaces pour comprendre et surtout évaluer ces droits. Donc, merci à vous. Madame Jacques. J'aimerais juste rajouter un point qui avait été soulevé par le rapport de l'IGAS sur la l'ODEOM avec une recommandation de rebasculer pour Saint-Barthélemy dans le régime de la sécurité sociale de Guadeloupe, ce qui a fait monter une levée de bouclier. Pourquoi à Saint-Barthélemy? Pour autant, 96% des entreprises sont déclarées par leurs experts comptables. Et les experts comptables se sont retrouvés, nous ont supplié de ne pas changer le système qui fonctionne très très bien parce que c'était difficile. Alors peut-être pour des questions, enfin des questions plutôt de communication, c'était très difficile lorsqu'ils étaient affiliés ils faisaient les déclarations auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Et depuis que nous sommes un guichet de la MSA Sèvres-Vienne, la situation c'est beaucoup plus fluide. La discussion se passe nettement mieux. Et pour les experts comptables, enfin, la rapporteure générale pourra le confirmer, les experts comptables étaient vraiment ne voulaient pas changer ce système qui marche. Par contre, ce qu'on a noté, c'est que entre le logiciel de la sécurité sociale et le logiciel de la MSA Sèvres-Vienne, il y a juste un petit décalage sur la désignation des prélèvements, enfin des exonérations. Si vous voulez, dans la sécurité sociale, votre logiciel permet d'identifier les différents types d'exonérations dont il s'agit, et notamment les exonérations
dite l'Odéum, alors que dans le logiciel de la MSA Sèvres-Vienne, toutes les exonérations sont comptabilisées dans une même ligne. Et c'est ce qui a créé, on va dire, un petit souci au niveau de l'IGAS qui veulent absolument qu'on puisse identifier. Donc peut-être qu'il serait plus judicieux de s'organiser avec la MSA pour avoir un logiciel identique, me semble-t-il, plutôt que de partir, de rebasculer dans un dispositif qui visiblement et du point de vue des professionnels ne fonctionne pas. Madame Le Houerou. Oui, juste un petit mot pour dire ma satisfaction aussi, Monsieur le Président, que vous ayez, et Madame la Présidente, que vous ayez accepté ces deux tables rondes de l'après-midi, parce que franchement, c'était très intéressant et on voit qu'il y a des décalages qui sont souvent dus à des problèmes de communication, d'information, ça a été dit, et le rapprochement des points de vue, il passe aussi par le travail que nous sommes amenés à faire et à la sensibilisation sur ces écarts de pratique et de culture aussi, quelque part. Et donc, moi, je m'en satisfais vraiment pleinement. Je pense qu'il faudra aussi poursuivre parce que on a constaté notamment la table ronde précédente qui avait quand même des écarts très très importants et que toute la culture autour de la cotisation, mais aussi les droits qui en sont la conséquence, eh bien, il y a une prise de conscience qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Donc on a un travail collectif à faire localement et ici pour avancer ensemble nos points de vue. Merci. Monsieur le Président, juste pour vous dire merci à notre collègue Annie Le Houerou aussi, merci pour avoir accepté d'organiser cette réunion. Elle est très informative, très instructive. J'avoue qu'on connaît mes exigences. Je suis assez exigeant. J'attends, moi, des éléments chiffrés pour une idée bien précise. Et j'avoue, sur la base de ce que moi j'ai appris aujourd'hui, je demanderai au directeur de la Caisse générale de sécurité sociale, avec tous les professionnels, enfin les représentants, à vraiment faire de l'information. Vraiment, je ne sais pas si on fait une journée protection sociale des indépendants, mais à faire ça. Alors c'est vrai qu'on a vu les différences, hein. On a senti qu'il y a une sensibilité et une perception. Ce qui est important, vous dites apparemment la vérité, je crois que vous le faites bien, mais il y a la perception de la vérité. Et il y a un écart considérable. Et donc, il faut travailler ça pour réduire les écarts de sensibilité. Voilà. En tout cas, merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'ensemble des informations que vous avez données. Et puis, moi, je voudrais juste ajouter, on va essayer de faire un résumé le plus complet possible de ces deux tables rondes et on va essayer d'informer donc sur ces deux tables rondes nos collègues sénateurs sur un sujet qui est extrêmement complexe, mais je disais tout à l'heure à Madame Jacques sur un sujet quand même la nécessité d'une simplification n'est pas si évidente que ça. D'abord la nécessité, puis ensuite la simplification. La simplification n'est pas évidente et nous sommes là victimes de l'histoire. Nous sommes là victimes de... Enfin, je vous rappelle quand même, bon, certains le connaissent bien, vous, je suis sûr que vous également. Enfin, la protection sociale, ça date du 19e siècle. C'est Bismarck qui est le premier l'a mis en place. Et puis, chacun ensuite a mis son propre régime en place. Moi, mon père était mineur de fond dans le Pas-de-Calais. Donc, j'ai connu le régime de la caisse de secours, la sécurité sociale minière. Et j'ai connu aussi, en tant que président de la commission à l'époque, la disparition de la caisse de secours au profit du régime général. Je crois qu'il y a vraiment la nécessité, je suis d'accord avec Micheline, d'une simplification, la nécessité, je suis d'accord avec vous, d'une information la plus complète possible, et la nécessité aussi de la reconnaissance du travail qui est fait quand même par vous. Et merci encore pour tout ce travail et bravo.